yeux très doux, à la bouche débonnaire et gourmande, le docteur Félix Kersten. Allons donc, me dis-je, allons donc. Lui, contre Himmler. Cependant, peu à peu, je ne sais pourquoi ni comment, je sentis que de cette masse tranquille, de cette épaisse bonhomie, émanait une influence secrète et profonde qui calmait, rassurait. Je m'aperçus que le regard, malgré sa douceur, avait une pénétration, une fermeté singulière, que la bouche, pour gourmande qu'elle fût, avait de la finesse et de l'énergie. Oui, cet homme avait une étrange densité intérieure, un pouvoir. Mais de là, tout de même, à pétrir Himmler comme une glaise molle. Je regardais les mains de Kersten. Leur influence, m'avait-on dit, expliquait le miracle. Le docteur les tenait souvent entrelacées sur la courbe de son ventre. Elles étaient larges, courtes, charnues, pesantes. Bien qu'immobiles, elles possédaient une vie propre, un sens, une certitude. Mon incrédulité demeurait, mais moins aiguë, moins entière. Jean Louviche alors me conduisit dans une autre pièce de son appartement où tables et chaises étaient encombrées de dossiers, de coupures de journaux, de rapports, de photostats. « Voici les documents, dit-il. En allemand, en suédois, en hollandais, en anglais. » Je reculais devant cet amas de papier. « Rassurez-vous, j'ai mis à part les plus courts et les plus décisifs, dit Louviche en indiquant une liasse. Et là, il y avait un message du prince Bernhard des Pays-Bas où chaque mot était un éloge éclatant, presque démesuré, et qui disait les mérites pour lesquels la Grand Croix de l'ordre d'Orange-Nassau, la plus haute décoration néerlandaise, avait été décernée au docteur Kersten. Il y avait là les photographies de lettres adressées à Kersten par Himmler pour lui accorder les vies humaines que le docteur avait demandées. Il y avait la préface aux mémoires, en langue anglaise, de Kersten, écrite par H.R. Trevor Roper, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Oxford et l'un des plus grands experts des services secrets britanniques sur les affaires allemandes pendant la guerre, et qui écrivait « Il n'est point d'homme dont l'aventure semble à première vue aussi peu croyable. Mais il n'est point d'homme, par contre, dont l'aventure ait subi une vérification aussi minutieuse. Elle a été scrutée par des érudits, des juristes et même par des adversaires politiques. Elle a triomphé de toutes les épreuves. » Quand je revins au salon, la tête me tournait un peu. Ainsi, le fait était vrai, prouvé, indéniable. Ce gros homme, ce médecin débonnaire, dont l'aspect tenait d'un bourgmestre des Flandres et d'un Bouddha d'Occident, avait dominé Himmler au point de sauver des centaines de milliers de vies humaines. Mais pourquoi? Mais comment? Par quel incroyable prodige? Une curiosité sans borne avait remplacé mon peu de foi. Elle a été satisfaite peu à peu, détail par détail, souvenir après souvenir. J'ai passé des journées avec Kersten à l'interroger, à l'écouter. Malgré les preuves indiscutables que j'avais eues sous les yeux, il arrivait que je refusais d'accepter certains épisodes du récit. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela n'était simplement pas possible. Mon doute ne choquait pas, ne surprenait pas Kersten. Il devait avoir l'habitude. Il sortait simplement avec un demi-sourire, une lettre, un document, un témoignage, une photocopie. Et il fallait bien admettre cela comme le reste. Chapitre 1er. L'élève du docteur Co. 1. La grande inondation qui ravagea la Hollande aux environs de l'an 1400 emporta les ateliers et les fabriques où les Kersten, bourgeois opulents, faisaient filer la bonne toile des Flandres depuis le Moyen-Âge. Après cette catastrophe, ils se fixèrent à Göttingen, en Allemagne de l'Ouest, y reprirent leur métier et rétablirent leur fortune. En 1544, lorsque Charles Quint visita la cité, Andreas Kersten faisait partie du conseil municipal et, pour récompenser son mérite, l'empereur, sans toutefois l'anoblir, lui donna des armes, 2 poutres surmontées d'un casque de chevalier et semées des lys de France. La famille continua de prospérer à Göttingen encore 150 ans. Alors vint le feu, un incendie la ruina sans appel. Le XVIe siècle s'achevait. Il fallait des colons aux marches de Brandebourg. Le margrave Johann Sigismund
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.